et ses micros. Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, notre table ronde, qui est le pendant de la précédente, porte sur des médias zéro carbone. Est-ce possible, la responsabilité des entreprises de presse? Donc, moi, je suis journaliste à La Croix. Je me présente en charge des médias. Et donc, je suis chargée d'animer cette table ronde avec des représentants des directions des médias. Donc à ma droite, Christelle Leroy, qui est directrice de la RSE du groupe TF1. À ma gauche, Alexandre Poplaski, qui est directeur de Vosges Matin, qui est un peu le représentant du groupe EBRA, tous les journaux de l'Est de la France, enfin une grande partie des journaux, et un représentant de la publicité. Gildas Bonnel, qui a créé l'agence CIDIES, qui est pionnière dans la responsabilité, dans la communication responsable, pardon, et puis qui a aussi des responsabilités syndicales, donc président RSE du syndicat des agences de communication. Voilà, merci. Et puis, alors, comment les appeler? Deux entrepreneurs que j'ai envie d'appeler un peu des géo-trouve-tout de la décarbonisation de la presse. Je ne sais pas si... Donc, Benoît Moreau, qui a créé EcoCraf, qui notamment est à l'origine d'une calculette carbone. Donc, il nous expliquera le fonctionnement pour la presse papier, dont le but est un peu d'évaluer les émissions de carbone et de rapprocher les centres de distribution. Et Gérald Olubovic, donc, qui est un ancien journaliste qui a longtemps été correspondant pour des journaux à New York, qui est devenu entrepreneur, qui a beaucoup réfléchi aux questions numériques, et notamment à celles de la sobriété numérique, du design, et qui est aussi chef de produit depuis peu aux Échos. Voilà. Donc, je vous propose de commencer donc par une présentation de chacun. Ensuite, voilà, quelques questions que j'initierai. Alors, si vous avez des questions propres à ces questions, n'hésitez pas à intervenir. Sinon, dans la dernière demi-heure, on la consacrera à des débats avec la salle. Donc, pour cette présentation, j'avais envie de vous demander quel a été le déclic à l'origine de la mise en place d'actions d'une stratégie globale en faveur du climat. Donc, est-ce que ça, une prise de conscience personnelle, une personne un peu moteur, la réglementation de plus en plus contraignante, une demande du public? Alors, je me permets, comme la croix appartient, juste avant de passer la parole à Christelle, la croix appartient au groupe Bayard qui aurait dû être présent. Et par exemple, à Bayard, c'est vraiment venu d'une personnalité qui s'appelle Françoise Récamier, qui était Red Chef d'Image Doc et qui avait suivi le sommet de Rio de 1992. Et elle est revenue un peu catastropher tout ce qu'elle a entendu. Donc, 92, c'était quand même il y a quelques années. Donc, elle a consacré un dossier spécial à Image Doc. Et progressivement, cette question est devenue importante au sein de la presse jeunesse à Bayard, où il y a eu, dès 2008, il y avait le premier bilan carbone qui était... Et ensuite, il y a eu des mois verts où tous les journaux ne parlaient que de cette thématique au mois de mai. Enfin, voilà. Et ensuite, c'est un peu récurrent, plus on parle de ces thématiques, plus les entreprises sont forcées un peu d'agir pour des questions de cohérence. Donc voilà, je voulais donner un peu cet exemple et puis passer immédiatement la parole à Christelle Leroy. Merci, bonjour à tous. Alors, du côté de TF1, en fait, la direction RSE, elle a été créée en 2005 par ma prédécesseur. Et le premier bilan carbone de TF1 a été fait en 2007. Donc, c'est dire que ces sujets, en fait, ont été pris très, très en amont. Personnellement, moi, j'ai eu un déclic il y a quelques années parce que j'ai eu l'opportunité dans ma carrière de refaire des études tout en travaillant. Et c'était au moment de la loi Pacte. Et en fait, ça m'a beaucoup titillé. Ça a orienté pas mal, en fait, le mémoire que je devais produire. Peut-être juste la loi Pacte pour les étudiants. Une loi, en fait, qui a été définie et qui a introduit la notion de raison d'être dans les entreprises
et notamment cette notion d'utilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut inscrire dans ces statuts en fait, l'utilité qu'on représente pour la société en général. Et donc moi, ça m'a beaucoup questionné. Et ensuite, dans le cadre de TF1, j'ai eu l'occasion de faire une fresque du climat. Donc je sais que Cédric était là tout à l'heure, Cédric Rienenbach. Et c'est pareil, ça a été aussi un déclencheur. Donc voilà, je suis ravie de poursuivre en fait sur le chemin qui avait été tracé par ma prédécesseur. Et évidemment, les sujets de transition écologique ont pris beaucoup d'ampleur, notamment pas seulement sous le poids de la réglementation, mais nos investisseurs, nos collaborateurs aussi sont très en demande d'action en faveur de la transition écologique. Donc on avance. Très bien, merci. Alexandre, une question. Alors nous, on intervient, donc moi je représente les journaux L'Est Républicain, Le Républicain Lorrain et Vosges Matin, et notre impact en fait se mesure à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que par exemple, nous venons d'acquérir une nouvelle rotative. Pour les lecteurs, évidemment c'est un plus, on a maintenant désormais un journal entièrement en couleur, mais on a souhaité y apporter un éclairage environnemental. D'abord, toutes les entreprises qui sont intervenues sur l'acquisition sur l'installation de cette rotative étaient des entreprises qui étaient basées sur Nancy, puisque cette rotative est implantée sur Nancy, à notre siège, à Houdeumont. Et elle travaillait soit sur Nancy, soit sur la Lorraine. C'était un souhait et une volonté de la direction. Cette rotative, on a souhaité aussi acheter une rotative qui n'était pas totalement neuve, mais presque neuve. Donc c'était important aussi dans notre choix, dans notre sélection de cette rotative. C'est un investissement à l'ère du numérique qui est quand même pas anodin. C'est 12 millions d'euros, auxquels on rajoute 3 millions d'euros pour une chaîne d'expédition. C'est donc 15 millions d'euros. Je ne vais pas m'étendre sur la problématique de la situation de la presse en général, mais faire cet investissement est un investissement lourd. Il a entraîné aussi pour nous évidemment des gains de temps, mais ce gain de temps aussi a permis de limiter nos rebuts. Donc le papier qui est nécessaire pour que l'encre se fiche sur... c'est une question que vous connaissez bien, mais donc il y a évidemment un taux de rebut qui était assez conséquent avec notre ancienne rotative qui était vieille de 40 ans. Maintenant, on va passer je crois de l'ordre de 20% de taux de rebut à entre 6 et 8%, ce qui est quand même assez conséquent. Et puis aussi, en termes d'émissions, évidemment, le fait qu'elle soit plus moderne nous a permis aussi d'agir sur l'environnement. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est le papier. Le papier, la situation du papier en France est une situation difficile. Entre 1992 et 2012, je ne vous parle pas de toutes les entreprises qui ont fermé, mais il n'y a plus qu'une seule entreprise qui fabrique du papier en France. Elle est basée, donc c'est pour ça que j'interviens également, juste à côté d'Épinal, où je me trouve, c'est à Golbet. Donc il y en avait plein qui ont fermé des portes. Il y a eu 40 000 emplois qui ont été supprimés entre 1992 et 2012, selon l'INSEE. Dans les imprimeries, on monte même jusqu'à plus de 87 000. Donc c'est des emplois directs. Et si on fait une situation complète, c'est 400 000 emplois indirects. Donc face à cette situation, le papier a considérablement diminué, puisqu'on est à l'ère du numérique. En Europe de l'Ouest, c'est un chiffre assez important, il y a 25 ans, on fabriquait 12 millions de tonnes de papier. Depuis, le déclin, c'est 6 à 7% par an. Et on arrive aujourd'hui avec la crise sanitaire, il y a une accélération. En un an, ça a été 3-4 ans de perdu. Et donc, l'imprimeur, c'est Norske Skog, qui est basé juste à côté d'Épinal, prévoit pour l'année 2021 que 3 millions de tonnes seront produites en Europe de l'Ouest, dont 330 000 sur le site de Golbet. Cette situation du papier, évidemment, est préoccupante. Et donc notre volonté, c'était aussi de défendre une entreprise locale qui alimente l'ensemble de la presse en France. Et c'est une entreprise qui s'adapte aussi aux évolutions. Aujourd'hui, dans la presse écrite, 40 à 60% du papier utilisé, c'est du papier recyclé. Ce papier recyclé, on peut l'utiliser jusqu'à 6-7 fois.
Donc l'objectif, parce qu'en fait il y a eu un oukase du ministère de la Transition écologique au mois de novembre dernier qui nous imposait de passer de 50% de fibres recyclées à 95%, ce qui était intenable. Donc l'ensemble des médias se sont mobilisés pour dire non, on ne peut pas, on va le faire, on s'engage d'ici 2023 à avoir 95% de papier recyclé. Mais c'est un effort considérable. Et donc c'est important, nous, de soutenir une entreprise. C'est important de soutenir aussi une filière qui s'alimente que du papier dit normé PEFC. Ce papier, en fait, c'est pas du papier comme en Amazonie qui vient d'arbres qu'on coupe au hasard. Ça vient de forêts qui sont gérées de manière responsable. C'est aussi des coupes d'éclaircies. Les coupes d'éclaircies, ce sont tout le bois qu'on coupe dans les forêts parce que ça permet de la régénérer. Et ça, c'est très important. C'est aussi du papier, du bois qui vient par exemple de Syrie, qui utilise du bois noble pour faire de l'ameublement. Nous, on récupère tout le papier qui doit partir au rebut pour faire de la pâte à papier. Donc c'est toute une économie aussi que nous, on essaie de défendre et qui est très importante. Voilà, ce sont les engagements d'un journal de la presse quotidienne départementale et régionale pour essayer de défendre un peu nos actions environnementales. Merci Alexandre d'être rentré dans le vif du sujet. On va passer dans le domaine presse écrite. Benoît, donc le déclic. Alors le déclic. Alors effectivement, moi je travaille donc, je suis un peu le besogneux de l'affaire. Hein, c'est-à-dire que moi mon truc c'est la mesure d'empreinte carbone des imprimés. Donc je suis un peu l'ancien. Et nous on tricote. Bah non, mais les imprimés, voilà. C'est donc un peu l'ancien monde. Juste, c'est marrant d'être ici parce que c'est il y a 15 ans, donc en 2007, ouais, j'ai fait le premier bilan carbone d'un livre et qui était imprimé ici. Hein, donc vous voyez, j'étais dans un bureau, on essayait de mesurer, quoi, d'estimer l'empreinte, quoi, la consommation énergétique et tout. Donc voilà. Donc moi je travaille depuis 2007 sur ces histoires de carbone et d'imprimés. Donc là, j'étais sensible. Et je vais vous dire, le déclic, il est quand même relativement récent. C'est-à-dire que je le mets à un mois ou deux. C'est-à-dire que ça fait 20 ans là, que je suis dans ces histoires d'environnement. Au départ, on était vraiment sur la remédiation. C'est-à-dire, on voyait, il y a des problèmes, ça n'allait pas, il faut corriger. Et puis, donc, c'était par exemple sur les imprimeries, c'est comment, effectivement, je réduis ma passe papier, mes déchets papier, comment je vais gérer mes déchets dangereux, etc. etc. Et puis après, on s'est dit, oui, mais pour s'améliorer, il faut évaluer. Donc, depuis 2006, effectivement, on va mesurer le bilan carbone de TF1. Moi, c'était sur Sud-Ouest, l'Union, tout ça, la presse magazine aussi, qui fait beaucoup de choses. VSD, alors qu'il n'était pas spécialement sur l'environnement, plus Paris-Dakar, mais ça a été un des premiers magazines pour lesquels on a mesuré l'empreinte carbone. On disait, oui, on mesure, comme ça, on identifie les sources. Et là, aujourd'hui, quand je vous dis depuis un mois ou deux, il y a quelque chose quand même qui m'a vraiment surpris. C'est 2007, on disait oui, le changement climatique, vous allez voir, ça va être des phénomènes climatiques de plus en plus terribles, des problématiques d'épidémie, tout ça. Et honnêtement, 2006, 2007, moi je pensais que je n'allais pas les voir. Et 15 ans après, je m'aperçois qu'on est en plein dedans. Et je me dis, bah ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait ces 15 dernières années ? Ah bah oui, on a évalué. Et je pense que le déclic là que j'ai profondément aujourd'hui, c'est non, ok, on évalue. Mais le but du jeu, c'est de réduire. Et c'est là où on arrive vraiment à quelque chose de vraiment important, c'est cette réduction des 5% par an à horizon 2030. Et là où je suis un peu en désaccord par rapport à ce qui a été dit à la table ronde précédente, c'est que ça ne doit pas être anxiogène. C'est hyper intéressant. Là, je vois que vous êtes plutôt jeune. Effectivement, c'est pas foutu. Au contraire, c'est passionnant. Se dire que vous n'allez pas reconstruire la société de papa, c'est quand même vachement bien. Et se dire comment, en fait, on va se mettre autour de la table pour réfléchir ensemble. Parce que honnêtement, moi, les 5% par an, je les ai pas. Hein. Je sais pas comment on réduit aujourd'hui sur un imprimé. Juste, Benoît, tu peux préciser, les 5% par an, ils sont inscrits où ? Ah bah, c'est les objectifs des accords de Paris. Donc en gros, quoi, on les traduit un peu comme ça. Donc horizon 2030, il faut qu'on réduise 5% par an nos émissions de CO2. Moi, je ne sais pas le faire. Hein. Quand je regarde, là, j'ai fini hier l'empreinte carbone, la mesure d'empreinte carbone de Charente Libre. J'ai vu, ils ont fait des bons efforts, tout ça. Mais trouver ces 5% tous les ans, je ne sais pas les trouver. Et ça, c'est vraiment, c'est pour ça où j'aimerais quand même vous transmettre un message positif, c'est que c'est quand même hyper passionnant de se mettre autour d'une table avec le papetier, les transporteurs, les imprimeurs, les diffuseurs, et se dire comment on va y arriver et comment on y arrive de façon collective. Et ça, c'est vraiment absolument passionnant. Et aussi, s'interroger aussi sur la valeur des choses. C'est-à-dire que
le zéro carbone, dans un journal, c'est pas possible. Hein. Zéro carbone, c'est vous êtes mort. Hein. Donc voilà. Donc l'idée, ça va être aussi de se dire qu'est-ce qui compte pratiquement, où est la valeur? Où est la valeur des choses? Et par exemple, on peut se dire, par exemple, par rapport à un imprimé, c'est un poids carbone. Hein, parce que pour faire du papier, on a besoin d'énormément d'énergie. Après, ce papier, il faut qu'on le transporte. Après, il faut qu'on le transforme. Donc, on a un poids carbone. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Un journal, c'est entre 150 et 200 grammes équivalent CO2 par exemplaire. D'accord? Donc, on a un poids carbone. Et se dire, est-ce que ce poids carbone, je le maintiens parce que ça vaut le coup, hein, parce que effectivement, mon journal a vraiment de la valeur. Ou est-ce que je vais trouver éventuellement d'autres solutions qui peuvent être éventuellement sur le numérique ou autre chose. Et là, encore une fois, oui, je pense qu'il faut vraiment être optimiste, c'est cette recherche, cette réflexion collective et sans tabou, sans avoir peur de rien. Quoi. Donc voilà où j'en suis sur mon déclic. Bonjour, donc, je suis Gérald Olibowicz. Alors moi, j'ai un statut un peu hybride. J'ai commencé comme journaliste. J'ai fait de la photo, du photojournalisme pendant 15 ans en France, à l'étranger. Puis après, je suis revenu et je me suis dirigé vers le monde du numérique en faisant du web documentaire, ce genre de choses, pour atterrir donc vraiment en tant que professionnel du numérique pour la presse, en tant que chef de produit. Ce qu'on appelle le chef de produit, c'est celui qui aide le journalisme à être diffusé. Hein, grosso modo, je vais m'occuper du site internet, de l'application, de ce genre de choses, avec des équipes, d'abord pour Libération, donc voilà, où j'ai rencontré Olivier Monod, là, qui animait la table ronde précédente, puis à Condé Nast, que vous connaissez certainement par les titres Vogue, JQ, ce genre de choses. Et aujourd'hui, j'ai rejoint les Échos, le groupe Les Échos, où je m'occupe de boursier.com. Alors, déjà, je vais peut-être déroger un petit peu à la chose, mais j'aimerais savoir combien il y a d'étudiants en journalisme dans la salle. Levez bien la main, voilà. Combien il y a de journalistes professionnels encartés qui sont là dans la salle. Voilà. Bon, vous voyez par rapport à l'ensemble, à la table ronde précédente, que grosso modo, la question n'intéresse pas les journalistes. Ça intéresse les étudiants, super. Il y a quelques professionnels qui sont là, mais tout le monde est venu pour savoir quelle était la question, qu'est-ce que pouvaient apporter les journalistes sur l'environnement. Alors on parle d'éditorial, on parle de choses, et c'est très bien, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais un journaliste, par définition, refuse obstinément de s'intéresser. Oui, je vois une main qui se lève. Oui, je vous avais compté dans les journalistes professionnels. Et c'est super, merci d'être là, en plus d'avoir fait le déplacement, c'est vraiment sympa. Mais justement, je vais venir je vais peut-être y venir rapidement, mais très rapidement sur cette histoire-là. Au final, le journaliste ne s'intéresse pas à la manière dont est diffusé son propos, son article, son reportage, son contenu. Et en réalité, la technologie aujourd'hui qui est utilisée, alors moi je parle plutôt de l'ordre du numérique, puisque le papier, c'est quand même quelque chose qui est maîtrisé par l'ensemble des titres et des rédactions. Alors bon, évidemment, TF1, c'est pas du papier. Et là, pour le coup, on a une autre démarche qui est un peu plus optimisée sur la partie numérique. Mais grosso modo, pour les titres originairement papier, le numérique induit en fait des dépendances très très fortes sur même, on peut dire, quelque part une sorte d'indépendance de la rédaction vis-à-vis de cet outil. C'est-à-dire que quand on travaille en permanence avec Google, Facebook, etc., difficile ensuite de tenir des positions extrêmement fermes vis-à-vis de ces acteurs-là, y compris avec Amazon, qui est en fait le premier... qui utilise beaucoup, chez qui sont les serveurs, les titres sont hébergés en général sur les serveurs Amazon. Alors vite, pour replacer d'où je parle, moi, j'ai eu la chance que ma compagne soit une féministe encartée, pas encartée, mais en tout cas très 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 engagée. Donc j'ai été ouvert à ces questions-là de l'écoféminisme et de l'environnement, des questions d'intersectionnalité, etc. Et il y a un vrai lien, vous verrez, si on a l'occasion d'en discuter, entre la manière dont on voit dont le média va s'insérer dans cette boucle-là de zéro carbone, qui à mon avis est possible, parce qu'on peut compenser le carbone qu'on émet quand même,
Et toutes les autres questions d'égalité de genre, d'intersectionnalité, etc., qui sont aussi dans le débat et qui vont taper sur d'autres registres. Voilà. Bon, merci Gérald. Gilles Dasbonnel. Ouais, j'ai mon cerveau qui fume. J'ai mon cerveau qui fume pour plein de trucs. Alors, j'ai mon cerveau qui fume parce que c'est incroyable comme tous, on ne répond pas à la question que j'entends moi comme une invitation à parler de façon plus émotionnelle. Quand on me dit déclic, je pense plutôt à qu'est-ce qui nous met en mouvement. Donc, je vous renvoie à ça. Je trouve que c'est intéressant en homme de communication de se dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on évite tant ce moment dont on se souvient tous et qui finalement nous meut et nous donne envie d'agir. Je trouve ça intéressant en termes de com. Après, je fume parce que c'est pas le bon slide derrière et je me dis effectivement, ce sont des journalistes, ce sont pas des communicants qui organisent le truc. Après, j'ai mon cerveau qui fume. Je m'amuse. Après, j'ai mon cerveau qui fume parce que, pour me présenter rapidement, moi, je suis le monsieur Dédé, développement durable de la communication depuis une vingtaine d'années, parce que mon agence a été peut-être une des toutes premières à formaliser le sujet de l'impact social et environnemental qu'avait la communication. Le déclic, pour moi, ça a été un brief de l'ADEME en 2003 qui m'a briefé alors que je suis historien de formation, que je suis un ancien prof, et j'ai été briefé sur un truc qui était expliquer le dérèglement climatique aux enfants de 8 à 12 ans. Expliquer le dérèglement climatique aux enfants de 8 à 12 ans. Je ne savais pas ce que c'était. J'en avais jamais entendu parler. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne comprenais pas le titre. Donc on me demandait à moi, communicant, de communiquer à des enfants sur un truc que je ne savais pas. Et quand j'ai commencé à lire, je suis tombé. Voilà. Comme beaucoup de gens, on en parlait avec Christelle. J'ai fait partie des gens qui sont tombés comme des mouches devant l'abîme de l'information qui m'émeut encore, parce que c'est incroyable que depuis tant de temps, nous regardions ailleurs. Et donc nous, les gens de la communication, tout particulièrement, on a passé notre temps à regarder ailleurs. On est le dernier secteur professionnel à ne pas avoir publié ou travaillé sur la publication de nos émissions carbone. Le dernier. Après le tertiaire financier. Après la banque et l'assurance. C'est-à-dire que nous, pendant qu'on mettait des nanas blondes à forte poitrine pour caresser des capots au salon de l'auto et en disant « mais nous, on n'a pas d'usine », l'impact social, les représentations sociétales, vous avez vu, je me suis amusé, parce que ça fait partie aussi de notre responsabilité sociale et environnementale que se dire « mais qu'est-ce qu'on génère en fait comme vision du monde et comme imaginaire collectif ?» Bref, tout ça est le sujet qui m'intéresse depuis 20 ans. Et si je suis venu ici, le déclic, c'est de me dire que on n'est pas séparés, les communicants, les publicitaires, la presse et les médias. On est dans ce qu'on appelle la même chaîne de valeur. On fait un peu les snobs entre nous. Les journalistes adorent dire « non mais ça c'est de la communication, ça c'est de la publicité ». Je vous rappelle pour vous, les étudiants, que dès qu'on dit dans notre monde aujourd'hui c'est de la com, ça veut dire c'est pas vrai, c'est du mensonge, c'est bullshit. C'est grave, parce que, allez après j'arrête ma diatribe, parce que je suis pour ma part absolument convaincu qu'il n'y aura pas de changement de comportement positif. Il n'y aura pas de changement d'usage. On ne diminuera pas la protéine animale. On ne triera pas nos déchets. On ne changera pas de la bagnole au vélo si on n'a pas de communication. Et on a besoin que le monde de la communication soit embarqué dans cette vraie mission qui est de dire que, voilà, on a vendu du gavage pendant 30 ans. On est capable de vendre, comme dit Macron, de changer de trottoir. Très bien, merci beaucoup Gildas. Première question, rentrons dans le vif du sujet. Alexandre, tu t'abstiens. Sur comment tendre vers la neutralité carbone à défaut de l'atteindre. Alors là, c'est aussi une question dans la question, parce que le Guardian s'est quand même engagé à atteindre cette neutralité carbone d'ici à 2030. Donc je voudrais passer la parole à Christelle, dont la démarche à TF1 inclut, est assez globale et inclut également la publicité. Donc est-ce que vous pourriez un peu nous développer
les différents leviers que vous avez levés. Volontiers. Alors, je rejoins ce que disait Benoît. En fait, il ne suffit pas de mesurer et d'identifier nos sources. Il faut se fixer des objectifs. Donc, c'est ce qu'on a fait en décembre 2020. En fait, à TF1, on a publié une stratégie climat qui repose sur 3 axes principaux. Le premier, c'est la réduction de notre impact carbone. Et donc, on a pris l'engagement de réduire notre impact carbone de 30% à horizon 2030. Et on s'y fixait des objectifs sur 4 sous-chantiers qui étaient les postes les plus émissifs pour nous, que sont l'éco-production, comment on peut éco-concevoir les programmes qu'on produit nous-mêmes en interne ou bien ceux qu'on achète, donc comment on incite, comment on engage en fait les producteurs auxquels on achète des programmes à éco-produire, c'est-à-dire à prendre davantage en compte les sujets liés au transport, au numérique dans la chaîne de diffusion, parce que ça c'est présent à tous les niveaux, qu'on soit de la pré-production jusqu'à la post-production et à la diffusion. On a aussi engagé des chantiers sur le numérique responsable, et ça je crois qu'on y reviendra, sur la mobilité. Ça engage aussi les trajets collaborateurs de leur domicile jusqu'au travail et tous les déplacements professionnels. Et enfin, les achats. Quand on parlait d'achats responsables, jusqu'à présent, on s'assurait surtout que les fournisseurs auxquels on achetait des programmes respectent un certain nombre de règles éthiques. Aujourd'hui, on introduit la notion de critères CO2 dans les achats qu'on va effectuer. Donc ça, c'est pour le volet réduction de l'impact carbone. Et nous, on est un média, on n'est pas une industrie lourde et très polluante. Donc on a aussi un enjeu qui est très fort et qui est bien plus important, qui est finalement ce qu'on dit dans nos programmes. Je ne sais pas si vous avez en tête combien aujourd'hui une personne en France dépense de tonnes de CO2 et à combien il faudrait arriver pour respecter les accords de Paris. Je ne sais pas si quelqu'un l'a en tête. C'est 12 tonnes de CO2 par personne. Il faudrait qu'on atteigne 2 tonnes de CO2 par personne. Donc c'est dire si en tant que média, et ça c'est tous autant que nous sommes, et ça englobe aussi les métiers de la communication, parce que la publicité c'est aussi un moyen finalement d'instaurer des comportements plus vertueux. Donc on a un rôle important à jouer dans l'ensemble de nos programmes. Et enfin, sur la publicité, donc c'est pas un sujet qu'on a traité depuis un an, c'est un sujet qu'on traite quasiment depuis la création de la direction RSE. C'est comment inciter l'écosystème publicitaire à mettre en avant des produits éco-responsables pour tenir notre engagement auprès des consommateurs et donner à voir d'autres formes de consommation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc voilà, je rejoins sur le fait que mesurer ne suffit pas. Il faut se fixer des objectifs. Et puis, c'est encore mieux quand on les annonce publiquement parce que ça nous engage. Ça engage nos dirigeants, ça engage nos collaborateurs. Après, je ne crois pas à une stratégie non plus trop top-down sur ces sujets-là. Il y a aussi beaucoup d'initiatives personnelles des collaborateurs. On parlait de journalistes tout à l'heure. J'ai eu l'occasion d'un groupe de travail, eu l'occasion de parler avec un journaliste de la rédaction, un JRI, qui me racontait qu'en fait, il faisait maintenant des tournages dans Paris avec un vélo cargo. Et personne ne lui a imposé. En fait, c'était par conviction personnelle. Il dit, voilà, moi, j'essaie de prendre un matériel le plus léger possible. Et puis, avant, quand j'allais de l'Assemblée nationale au Sénat, je prenais un VTC. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais marcher. Et en plus, c'est quand même super parce que c'est super beau ce quartier. Donc moi, ça me redonne aussi espoir. C'est-à-dire que voilà, je pense que grâce à la mobilisation de tous, et c'est pour ça que pour moi le déclic, je parlais de la fresque du climat, c'est quelque chose qu'on essaie de déployer à TF1 auprès des collaborateurs. Il faut créer ces déclics chez les uns et les autres, et c'est comme ça qu'on va arriver à faire bouger les choses et puis jouer notre rôle de média et instaurer, on l'espère, des comportements plus vertueux de la part des gens qui nous regardent, mais sans un ton culpabilisateur ou moralisateur, parce que ça, on sait très bien que c'est pas ça qui marche, mais plutôt en donnant à voir des initiatives positives, des solutions pour engager tout le monde.
peut-être Gildas, comme ses proches, comment éviter cette schizophrénie de la publicité qui stimule l'acte d'achat tout en défendant oui, on est en plein paradoxe, surtout quand on s'appelle le groupe TF1, parce que le groupe TF1, c'est quand même un groupe leader en Europe, et c'est associé à un modèle économique qui est étroitement lié à la publicité, et donc la publicité à la consommation. Donc, moi, alors qu'on soit clair et éthique, je travaille pour le groupe TF1, plutôt je travaille pour la régie pub de TF1, comme je travaille avec pas mal de médias, parce que étant le patron de la commission RSE du syndicat des agences de com, ça fait très longtemps que j'anime ces sujets-là dans l'interprofessionnel et qu'on essaie de travailler sur la chaîne de valeur. Donc je travaille avec le SRI, qui est le syndicat des régies Internet, comme je peux travailler avec la pub de TF1. Le but du jeu, justement, c'est de pouvoir aligner tout ça. Donc c'est des raisons très pratico-pratiques, très techniques et très business, parce que rassurez-vous, je les facture. Mais le but du jeu, c'est quand même qu'on mesure tous les choux et les carottes de la même façon. Parce que si aujourd'hui il y a une espèce de course en avant effrénée pour que tout le monde sorte sa calculette, on va y revenir. Donc il faut quand même être un peu raisonnable, parce qu'à un moment donné, le législateur nous demande d'être en capacité de répondre à nos obligations. Et ça, c'est la raison technique et pratique pour laquelle on travaille ensemble. Je reviens sur la question qui est la question de la schizophrénie, parce que c'est celle qui m'intéresse le plus en communication. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable de dire à des publics, des citoyens consommateurs, c'est-à-dire qu'on est double, on est très engagé en tant que citoyen, et puis on achète sur Amazon en loose day comme ça, ou on prend du Nutella en cachette dans le train. Enfin bref, on est schizophrène par nature, et il faut accepter cette schizophrénie, et ce paradoxe, c'est ce qui rend notre humanité si belle aussi. Mais quand on est dans des sujets de communication, c'est compliqué de dire qu'un grand émetteur, par exemple TF1, mais on va parlons de Lafarge. Lafarge, les cimentiers, c'est extrêmement émissif. Quand vous avez Lafarge qui vous dit qu'ils vont tendre vers le zéro carbone, il y a un moment donné, votre cerveau bug et se dit mais c'est pas possible, c'est ce que disait Benoît. On est mort, et encore, même mort, on continue à émettre. Donc voilà, le paradoxe, la schizophrénie, moi je pense qu'il faut l'accepter. Il faut la mettre sur la table. Et il faut, à mon avis, se poser la question, donc moi, la question que je porte ici, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à vivre dans le capitalisme, parce qu'il y a un plan B, qui est de sortir du capitalisme. Mais je ne le garde pas ici, sauf si dans vos questions, vous voulez qu'on y aille. Mais si on reste dans un système ouvert de marché libre et capitaliste, il faut accepter le fait que c'est dans ce jeu-là qu'on va devoir rentrer dans l'accord de Paris. C'est-à-dire de continuer à faire que la valeur que nous générons dans cette économie n'est plus associée à sa matérialité. Donc c'est hyper compliqué. Donc pour la publicité, je vais prendre le cas de TF1. Les législateurs, au moment de la rédaction de la loi climat et résilience, nous ont tous fait passer à tour de rôle pendant des auditions. Ils étaient obsédés par un truc. J'ai bien ma casquette corporatiste là, sur la tête. C'est pas Sidiès qui parle, mais c'est le syndicat. Ils nous ont tous poussés à accepter le fait qu'il fallait interdire la publicité. Interdire la publicité sur les SUV, interdire la publicité sur... Il fallait interdire la publicité. Moi, ma réponse, c'est toujours dire « Ok, mais pourquoi vous interdisez pas les SUV ?» J'ai toujours pas compris, moi. Mais à un moment donné, je comprends pas qu'on vende des clopes si on va mourir en fumant et qu'on interdise la publicité. Je continue à avoir un truc dans mon cerveau qui s'embrouille. Donc nous, notre réponse, c'est de dire « Faisons en sorte que notre moyen d'action, notre talent, notre créativité, vos médias, soient au service d'une autre forme de consommation. » Mais comment on fait pour que TF1, la régie de TF1, valorise le fait qu'un produit soit éco-responsable, soit labellisé, soit bio? C'est là qu'on est aujourd'hui dans notre tension du paradoxe. Je ne veux pas le développer davantage. Voilà, on a créé pour TF1, c'est un exemple, mais il y en aura plein d'autres sur le marché, j'imagine. On a créé un truc qui s'appelle l'éco-funding, c'est-à-dire que quand vous arrivez, que vous êtes Henkel, qui est un de mes clients, c'est un chimiste qui fait du dentifrice, Vademecum, de la lessive, le chat, je vous en passe, c'est des meilleurs. Des très bons produits par ailleurs. Le chat, le patron du marketing de Le Chat, il a Le Chat,
qui s'appelle le chat expert, et il a le chat éco-efficacité. Ça coûte 3 balles de plus, c'est éco-labellisé, donc ça coûte cher, la formule est plus chère, elle est plus performante environnementalement. Quand il doit décider de faire de la pub entre les deux, il a 10 millions, il se pose la question, voilà, c'est ça qui m'intéresse moi, il se pose la question de se dire qu'est-ce que je pousse ? Il faut absolument que nous, dans notre chaîne de valeur, on fasse tout pour qu'on l'aide à pousser le produit qui est plus cher. Parce que ça coûte plus cher, la formule en question. Et que l'éco-labellisation lui a coûté cher en investissement. Et donc, si TF1 lui dit on va vous mettre en avant, on va vous donner des moyens supplémentaires, et en plus on va faire une pub sur l'écolabel de façon à ce que votre lessive soit davantage choisie par le consommateur, on aura fait notre boulot. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Juste très concrètement, c'est aussi des annonces qui vont plus mettre en valeur la location, faire durer des biens. Alors ça, c'est déjà le marché. Les politiques ont vraiment du mal à comprendre. Ils sont toujours décalés par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, vous voyez les publicités sur l'automobile. C'est super, on a décidé d'interdire la vente de véhicules à moteur thermique en 2040. On aurait pu le faire à 2030. Moi, je le regrette, mais bon. Il n'empêche que dès maintenant, quand vous regardez le portefeuille de publicité Renault, très majoritairement, on est sur de l'hybride et on est sur du service. Et que fait Renault en corporate ? En publicité corporate, donc plus institutionnelle, ils disent c'est nous qui avons inventé la voiture de deuxième main. C'est-à-dire la voiture d'occasion, c'est eux qui l'ont inventée. Et ils sont en train de se récupérer en termes de valeur sociétale. C'est rigolo. Alors qu'avant, ils vous auraient vendu la belle voiture qui brille, qui est toute neuve et que le voisin n'a pas encore. Donc le mouvement, il est déjà sur le marché. Regardez ce qui se passe dans les fringues de deuxième main. Moi, je bosse pour le groupe LVMH. C'est stupéfiant. Ça va à une vitesse. C'est incroyable. Galerie Lafayette vient de faire une sortie magnifique et à la Samaritaine, on galope derrière parce qu'il faut que le rayon seconde main soit plus important. Donc il faut à la fois faire confiance au marché. Nous, en tout cas moi, c'est ma position dans notre filière. Il faut qu'on aide. Faut qu'il puisse s'appuyer sur nous pour émerger, à la fois éditorialement, mais je trouve que le boulot est fait par les journalistes. Maintenant, il faudrait que les journalistes entendent aussi que la communication est un vrai levier qui peut participer à un mouvement global dans la presse. Très bien. Merci Gildas. On va revenir à la question initiale sur comment tendre vers une neutralité carbone, donc avec les représentants de la presse... des travailleurs pour la presse. Alors, donc je vois que vous n'êtes pas trop d'accord entre. Alors moi sur la neutralité carbone, donc à partir du moment où il y a une activité, on a une émission. Donc la neutralité carbone, si on refuse l'idée du suicide collectif, la neutralité carbone, elle peut passer que par des dispositifs de compensation. Hein, donc c'est-à-dire que vous allez soutenir des associations. Donc par exemple, j'émets 500 tonnes équivalent CO2 en France, je vais soutenir un projet au Bénin qui va permettre de réduire 500 tonnes. Bon, après là, c'est chacun. Ce qui est hyper intéressant, c'est que on retrouve un peu les histoires d'indulgence qui ont fait le schisme entre les protestants et les catholiques. Et sauf que là, c'est un peu inversé. C'est-à-dire dans les pays du Nord, on est très compensation. Dans les pays du Sud, en France notamment, on est un peu moins. Vous savez que carbone neutre, par exemple, c'est un gros mot en France, on n'a pas le droit d'utiliser. Moi, je suis pas un grand fan de la compensation parce qu'en plus, la compensation était énormément basée sur la plantation de forêts. On s'aperçoit qu'il y a un problème, de durabilité de la forêt. Hein, qu'est-ce qui se passe si elle brûle? Et puis deux, on commence à avoir des nouvelles études où on montre que parfois c'est plus intéressant de laisser une prairie toute seule, peinarde, qui va capter beaucoup de carbone, plutôt que rajouter la forêt dessus qui va en capter moins. Donc ça c'est donc moi la compensation carbone zéro, c'est pas mon truc. En revanche, encore une fois, c'est comment diminuer. Et c'est là où c'est intéressant au niveau de la presse écrite, c'est que justement on parlait de Golbet tout à l'heure, c'est qu'au niveau de la presse écrite, on sait d'où vient le papier. Et ça, je travaille un peu aussi sur les histoires de PLV, tout ça, quand vous avez commencé à travailler sur différents plastiques, tout ça, vous ne savez pas du tout où ça a été fabriqué. Alors, ça peut être fabriqué en Chine, en Israël, un peu partout. Alors que le papier, nous, c'est identifié. On sait que, par exemple, la Croix, c'est Golbet. Sud-Ouest, c'est Papreza en Espagne. Et ainsi de suite. On identifie parfaitement. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de travailler avec les fournisseurs, travailler dans cette chaîne de valeur dont parlait aussi Gildas, pour essayer
essayer de les réduire ensemble. Mais encore une fois, voilà, ça c'est mon avis. Mais il y a d'autres avis. Hein. Et juste, Benoît, à quoi sert aussi cette calculette carbone très concrètement pour les entreprises? Ah oui, alors donc nous, effectivement, avec le SEPM, le syndicat la presse magazine, on est en train de construire. Alors on est encore dans l'évaluation, excusez-moi, hein, mais le but du jeu, encore une fois, c'est on évalue et très rapidement on passe à la réduction. Hein, ça faut vraiment ces messages. Le but du jeu, ça va être de mesurer l'empreinte carbone, donc les émissions de CO2 qui sont liées en fait à la publication d'une annonce. Et ce qui est assez intéressant, c'est à la fois en version papier, hein, donc c'est-à-dire dans Vosges Matin, j'ai un quart de page, combien ça fait hein, en termes d'émissions de CO2. Donc là, on est capable de le faire parce que justement, on va travailler avec la papeterie qui va nous donner des informations, on va regarder comment se fait le transport entre la papeterie et l'imprimerie. Après, on va travailler avec l'imprimerie pour connaître sa consommation avec les fournisseurs d'encre, etc. Donc on y arrive. Et puis, donc l'idée, c'est aussi de mesurer l'empreinte carbone en fait, de la pub numérique. Et alors là, c'est hyper intéressant puisque au niveau de la pub numérique, c'est concrètement, parce que là, bon, il y a encore 5 ans, je disais c'est virtuel, c'est dématérialisé, il n'y a pas d'émission. Là, on comprend que bah non, dans le numérique, il y a des data centers, il y a des unités, quoi, il y a des câbles de transmission, donc c'est pas du tout du virtuel. On essaye de nous le cacher, mais non, c'est là, c'est concrètement, ça existe. Et donc, comment je vais mesurer ça ? Et là, on a avec Greenspector, qui est une autre entreprise avec laquelle je travaille. Bah, eux, on définit des protocoles de mesure. On va brancher, par exemple, l'iPad, et puis on va faire tourner le site internet de la Croix. On va regarder avec ou sans pub, quelles sont, et comme ça, on en déduit les émissions de la pub. Donc l'idée, c'est vraiment à la fois de donner des outils pour les éditeurs, donc de presse magazine voire de presse quotidienne, c'est-à-dire ils savent d'où viennent quelles sont leurs principales sources d'émissions, et puis aussi donner un outil aux annonceurs afin qu'ils sachent en disant bah voilà, moi je m'appelle AVMH, je publie dans Voici une pleine page. Combien ça fait en termes d'émissions de CO2 ? Je publie sur le site internet justement de Géo, combien ça fait d'émissions de CO2 ? Et là encore une fois, c'est j'évalue pour réduire. Voilà. Alors, ce qui est bien avec le papier, c'est que globalement, ce que je comprends de l'industrie du papetière, c'est que c'est extrêmement localisé. Donc en France, c'est à Golbet. Et il y a d'autres, voilà. Mais c'est globalement, c'est une maîtrise très très régionalisée, on va dire. Alors que le numérique, absolument pas, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que grosso modo, les serveurs alors Amazon et d'autres sont situés à la fois très près de vous, puisqu'il y a des points relais à peu près dans toutes les villes et du monde hein, pour pouvoir amener l'information au plus près de vous. Et puis les iPads, les téléphones portables, les iPhones que vous pouvez avoir sont fabriqués à la fois en Chine, les composants viennent de partout, ça fait partie des dépendances énergétiques qu'on peut avoir. Et puis voilà, il y a tout un tas il y a un maillage extraordinairement internationalisé, une empreinte extrêmement internationalisée du numérique qui, à chaque fois que vous ouvrez votre téléphone portable et que vous allez sur un site internet d'information ou que vous ouvrez l'application, toutes les ressources qui sont utilisées par cette application en fait proviennent d'à peu près partout sur le globe. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez notable pour le dire. Dans la chaîne de valeur, dans la consommation carbone d'un média, y a toutes ces externalités à prendre en compte. Voilà. Ce qui n'est pas le cas sur le papier, ce qui est quand même beaucoup moins le cas sur le papier. Je grossis le trait, mais globalement, à proportion. Voilà. D'autant plus que aujourd'hui, quand on achète l'empreinte du papier, c'est voilà, on fait un journal, on fait des tirages, on peut réduire éventuellement le volume de chute, et puis c'est tout, quoi. Dès qu'on commence à utiliser à partir sur le numérique, à chaque fois que vous allez lancer votre application, vous allez demander à un serveur qui n'est pas très très loin de vous envoyer un certain nombre d'informations, et ça à chaque fois. À chaque fois que vous ouvrez l'application, et c'est pas que nous, hein, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est etc. Donc à chaque fois que vous ouvrez votre téléphone portable, ça va tirer des informations sur un serveur qui va faire tourner des disques durs, qui va faire tourner de l'énergie, et qui va émettre du CO2 à chaque fois. Et il faut dire que globalement, on prend son téléphone portable aux alentours, pour un certain volume, au moins 1 millier de fois par jour. Donc à chaque fois, il y a
un volume d'informations qui est transmis à cet ordinateur, à ce téléphone portable, qui passe par des bornes relais qui sont alimentées en énergie, etc. Voilà l'ampleur du défi qu'on a à avoir. Quand on parle de publicité, tout à l'heure, il y avait, j'ai oublié son nom, la personne du Monde qui disait oui, mais alors bon, vous comprenez Ah voilà, Gilles, bon voilà. Désolé, Gilles. Vous parliez du fait qu'effectivement, bon, il y avait de la publicité qui était, qu'il fallait bien, ça rentrait dans le mix de revenus, même si c'était décroissant face aux abonnements, ça rentrait dans le mix de revenus. C'est vrai que ça rentre, ça diminue et c'est un peu l'effort qu'il y a de fait dans toutes les rédactions, enfin dans tous les titres en ligne pour pouvoir passer plus vers l'abonnement que vers un revenu publicitaire. Mais il faut savoir que structurellement, derrière, c'est des régies pub, c'est des mécanismes de distribution de la pub, que la pub, globalement, elle est contrôlée à 95% sur le net par Facebook et Google. 95%, c'est-à-dire que les 5% qui restent, ce sont tous les acteurs mondiaux qui se partagent ce petit bout de 5%. Tout le reste des revenus qui sont générés sur la pub partent chez Google et Facebook. Alors Facebook pour les réseaux sociaux, c'est à 93% et Google, c'est pour le reste du web. Mais globalement, c'est extrêmement important et que toutes ces infrastructures ne se changent pas du jour au lendemain. Donc peu importe la volonté de la rédaction, etc., qui par ailleurs aussi, il y a des systèmes qui s'appellent Outbrain, que vous retrouvez en bas des pages, etc., qui aussi, outre les problématiques de contenu que ça pose aussi des problématiques de services, de publicité. Tout ça, ça draine des choses sur votre ordinateur. C'est extrêmement consommateur en plus d'énergie parce que voilà, il y a des rotations de publicitaires qui se font toutes les 15-20 secondes ou toutes les sessions, donc c'est par tranche d'une demi-heure. Donc tout ça, ça tire beaucoup d'énergie et c'est des structures qui sont aujourd'hui, on va dire, inamovibles sans faire tout péter le modèle économique des médias. Ça, en général, les journalistes qui travaillent dans la rédaction ne sont pas du tout sensibilisés à ce système-là. C'est pas leur problème. La pub, c'est pas leur problème. Alors vous le disiez, mais c'est un peu ça. Et ça, c'est un vrai problème de prise de conscience dans un média pour pouvoir faire avancer les choses de façon générale. Oui, je vais apporter quelques petits éclairages de la presse qui est sur le terrain de proximité. Alors, la première chose, c'est que concrètement, nous, dans les agences, dans les pôles urbains, évidemment, on essaye de mettre à disposition des vélos électriques. C'est aussi des innovations, d'inciter à l'utilisation des transports urbains également. Pour Vosges Matin, on essaye de développer aussi les conférences en visio. C'est quand même, ça limite les trajets, c'est important aussi. C'est des petites choses, hein, mais c'est là-dessus qu'on nous juge. C'est aussi de réfléchir à changer le parc automobile. Ça fait partie également des réflexions. On est moins avancé que d'autres groupes, mais évidemment, on fait en fonction de nos moyens et l'ambition quand même est forte. Et puis, pour ce qui est de la publicité et de la communication, on a de réels engagements avec des partenaires pour se dire on va valoriser aussi les initiatives dans nos territoires qui sont là qui ont un impact sur l'environnement. Et donc, on a des cérémonies qui mettent en valeur ces moments-là. Et puis, chaque mois, nos journaux se mettent au vert. C'est-à-dire qu'on fait un dossier en ouverture du journal. Alors, c'est ouvert au propre comme au figuré. Hein, et donc, c'est un vrai choix délibéré de mobiliser les journalistes sur des questions environnementales. En ce qui concerne les serveurs, on est aussi intéressé parce qu'il se trouve qu'à Nancy, il y a tous les ans un événement qui s'appelle le Forum mondial des matériaux qu'on soutient et où les chercheurs, le monde de l'entreprise, les acteurs économiques s'inquiètent du fait que d'ici 2040-2050, 100% de la production d'électricité servira uniquement pour la capacité de stockage de l'information. Ça, c'est un vrai souci, c'est un vrai questionnement. Et donc aussi, il faut aussi se dire que la science travaille en même temps, en parallèle. Et que maintenant, ils réfléchissent à du stockage dans le vide, sur du laser. Et c'est aussi de se dire qu'en marge de nos réflexions, il y a également un grand travail scientifique qui permet aussi de se dire qu'il y aura des évolutions. Et je crois que tu en as apporté les explications. Très bien, merci beaucoup. Donc, Gérald et Alexandre ont ébauché cette question de la sobriété numérique. Donc, je voudrais peut-être passer la parole au groupe
Stéphane Moi, je voulais juste réagir sur un truc, deux trucs. Il a dit un mot incroyable. Je ne sais pas si vous avez entendu. Outbrain. Non, mais de temps en temps, il faut se réveiller parce que outbrain, vous voyez ce dont on parle ou pas? Je vous réexplique. Parce que je ne sais pas si les journalistes à la table ronde, malheureusement, on était en retard. Mais je n'ai pas entendu. Mais on parle de ça, c'est-à-dire qu'à la fin, là, vous savez, quand vous descendez la page du Monde dont je suis abonné et heureux, même si je sais que dans le TGV, ça consomme plus que quand j'avais mon vieux canard que je traînais. Bon. Quand vous descendez, il y a toute une partie où on vous dit Clotilde Courreau n'a plus de boutons sur les fesses, des trucs incroyables. Je dis ça, ce qui me passe par le cerveau, par exemple pour elle. Ça, c'est Outbrain. Voilà. On a accepté, et c'est un gros sujet pour nous, hein, la communication, c'est-à-dire ce qu'on appelle la contextualisation. Moi, je ne veux pas qu'une des marques dont je veille sur les intérêts se retrouve dans un contexte. Donc, on a un vrai sujet. C'est pour ça que je me retournais, parce qu'on parle des médias, là, on parle de quelque chose de très global aussi. Et c'est incroyable, je n'avais jamais bien écouté le signifiant de ce mot. Ça, c'est pas notre cerveau, donc voilà. Tout le monde tripatouille et fait de l'argent avec. L'autre truc que je voulais vous dire en passant, parce que je parle de trop, je sais. On a fait une étude Cantis, une analyse du cycle de vie. Une analyse du cycle de vie, c'est une méthodologie scientifique qui va calculer l'empreinte environnementale globale sur la base de 16 critères, dans lequel on a la mesure carbone, donc la mesure climat, mais on va avoir aussi la mesure déchets, la mesure eau, la mesure que je dis algues vertes pour qu'on comprenne, c'est l'eutrophisation, par exemple, des océans, etc. Il y a 16 critères environnementaux. On a fait l'étude sur 5 scénarios marketing papier versus digital. Ça n'existait pas. Ça faisait longtemps qu'on disait, bien, vraiment, l'empreinte environnementale est meilleure sur le papier que sur le numérique. Dématérialiser est un faux ami. Voilà, je vous le redis, je le redis, j'aime bien cette phrase. Dématérialiser, non, c'est pas vrai, ça ne dématérialise pas. Plus on utilise la folie de notre usage et de notre comportement aujourd'hui, c'est que quand vous êtes dans le TGV comme nous hier, eh bien, avant, les gens lisaient le journal et maintenant, ils regardent Netflix et on est à 280 à l'heure et ça tire dans tous les sens sur les systèmes. Donc, on doit aussi accompagner ça. Très bien, merci. Donc Christelle, peut-être sur votre data center, développer ce que vous aviez installé, et puis peut-être cette question de la sobriété numérique aussi, et qui passe aussi par les usages, par la sensibilisation. Alors, effectivement, à TF1, on a réussi à réduire notre consommation électrique de près de plus de 30% en 10 ans. Donc ça ne s'est pas fait sans faire un certain nombre d'efforts. Je pense notamment à tout ce qui était éclairage des plateaux. Mais tout récemment, on a refait nos data centers, en fait, nos salles qui hébergent des serveurs, en investissant dans du matériel moins énergivore. Et j'avais une réunion, puisqu'on est certifié ISO 50001. Et donc j'avais justement une réunion ce lundi sur ce sujet. Et j'apprenais que finalement, le poste le plus émissif pour TF1, c'est le refroidissement des salles techniques. Donc c'est dire si c'est important. Effectivement, je rejoins ce qui a été dit, de regarder un peu tous les sujets. Évidemment, il faut prioriser les sujets, mais il y a beaucoup d'axes qui permettent aujourd'hui de réduire, et peut-être j'y reviendrai. Il y a la notion de mesurer, la notion de réduire, mais aussi d'éviter du carbone. Et en tant que média, on a aussi cette responsabilité sur l'usage qui est fait de nos contenus. Je ne sais pas si vous savez que, par exemple, c'est beaucoup moins consommateur de regarder un contenu vidéo en Wi-Fi par rapport à la 4G. Donc si on avait cette capacité à détecter en fait, que notre utilisateur il est en 4G et donc on lui propose de se connecter en Wi-Fi, rien que ça, je crois que le rapport il est de 1 à 4. Donc c'est quand même des choses sur lesquelles on a beaucoup de responsabilités. Nous, on a fait une étude récemment sur les sites MyTF1, LCI.fr et Tfoomax qui concernait à la fois la partie serveur et stockage, la partie diffusion des contenus et la partie lecture. Et à partir de là, on a travaillé sur une matrice gain versus effort, c'est-à-dire qu'on a regardé quels étaient nos postes les plus émissifs et ceux sur lesquels on pouvait agir
et à quel point en fait ça allait permettre de réduire notre impact carbone. Donc c'est comme ça qu'on a initié un certain nombre de chantiers, mais c'est vraiment in progress, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire en un jour, mais ne serait-ce que diminuer la résolution des images, ne pas mettre de la vidéo à tout prix. Voilà, ce sont des choses relativement simples, purger nos bases de données qui font qu'à un moment donné, voilà, on arrive à réduire l'impact du numérique. Et puis je vous dis, après, le volet le plus important, c'est l'usage qui peut être fait par nos utilisateurs. Donc c'est aussi travailler sur l'axe pédagogie. Et juste avant de redonner le micro à quelqu'un d'autre, je rebondis sur ce que disait Alexandre. On se rejoint sur une initiative. Vous parliez tout à l'heure d'articles sur les sujets de transition écologique. Il y a eu quelque chose auquel LCI a participé et un certain nombre de quotidiens de la presse régionale au mois d'avril, que peut-être vous avez vu, qui s'appelle Enquête de demain, quelque chose qui a été proposé par Spark News et qui, à travers un supplément, en fait, qui regroupait un certain nombre d'articles liés à des initiatives positives locales. Et c'était aussi complété par un live qu'on a eu la chance, en tout cas à LCI, d'animer avec une de nos journalistes et de diffuser sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, je suis heureuse que cette initiative, qui n'est pas une initiative du groupe TF1, on y a juste participé, au même titre que les quotidiens de la presse régionale, mais qu'on se soit retrouvés sur cette thématique. Et voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres initiatives dans ce genre. Très bien, merci. Quelqu'un veut rebondir? On va passer le micro à la salle. En fait, sur la sobriété énergétique, notamment, enfin moi ce que j'avais regardé, c'est que ce que pouvaient faire en fait là pour le coup en actionnant vraiment d'un point de vue numérique les médias, c'était par exemple réduire la résolution comme vous le dites des vidéos par exemple, puisque on sait que globalement en fait l'œil ne discerne absolument rien en termes de différence au-delà de 1024p, donc c'est la définition HD qu'on avait. Et depuis, en fait, il y a une course depuis quelques années. Il y a une course au 4K, alors d'abord au 2K, au 4K, au 8K, avec des volumes de données qui sont échangés. Alors c'est sûr, c'est très beau, mais c'est parfois même très moche. En fait, je ne sais pas si vous allez encore dans des supermarchés ou dans des darty, des choses comme ça, mais quand vous regardez les écrans 8K, en fait, l'image n'est pas faite pour être diffusée en 8K, et donc du coup, surtout sur les Star Wars et compagnie, on voit vraiment les effets spéciaux, c'est immonde. Et donc je voulais vous poser la question, parce que je vois que, enfin, j'ai vu qu'il y avait que TF1 faisait une offre 4K, une offre 8K. Où est-ce qu'on va avec, on parle de 12K, on parle de diffusion extrêmement forte. Ça prend de la... Enfin, et c'est pas que vous, hein, c'est Netflix, c'est Disney+, c'est Amazon Prime, je les cite tous parce que voilà, c'est tout YouTube, Dailymotion, enfin, c'est tous les contenus vidéo qu'on utilise en permanence qui dépassent largement le volume de données, c'est l'OTT, ce qu'on appelle l'over the top, qui est quasiment une bande, une espèce d'autoroute de données qui est qui est au-dessus d'Internet et qui transmet toutes les informations vidéo. Comment vous positionnez par rapport à ça? Parce que c'est quand même extrêmement consommateur d'énergie. Ça rejoint Question piège. Non, mais désolé. Le mot paradoxe, en fait, voilà, effectivement, on suit à la fois les évolutions technologiques et à la fois on fait des travaux qui consistent à réduire l'impact carbone du numérique. J'ai pas d'autre mot que oui, c'est un paradoxe. Et juste pour c'est là où on voit le truc, et je me permets de rebondir dessus, et après je passe la parole. Mais c'est vrai que en fait, c'est ce qu'on voit aussi dans la presse très très fort, c'est on suit la progression numérique, enfin l'évolution des technologies. En fait, il n'y a pas de loi, hein, je vous le dis de suite. Il n'y a pas un flingue sur la tempe pour qu'on suive les évolutions technologiques. C'est une fantaisie de penser qu'il faut absolument suivre les évolutions technologiques et aller du HD au 8K ou de passer de la 3G à la 5G. C'est une aberration complète. Et pourtant, on va tous là-dedans, la presse dedans. Enfin, c'est mon boulot de faire des mises à jour de trucs. Donc en fait, notre paradoxe, c'est qu'on suit le conso, c'est-à-dire le citoyen. Et lisez le bouquin de Boller sur le bug humain, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que l'exemple le plus dingue des médias, c'est la radio. Parce que le média le moins émetteur, l'ADEME depuis 20 ans, dit privilégier le média, quand vous faites de la publicité responsable, privilégier le média radio.
la radio est en train de passer à la vidéo. Et il y a une raison à ça. Moi, j'ai un fils de 19 ans qui m'appelle en FaceTime. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que vous téléphonez tous en FaceTime? C'est intéressant. Réfléchissez-y. Ça n'a pas du tout le même... C'est pas le même outil, c'est pas le même impact. Et pourtant, aujourd'hui, toute une génération, je ne sais pas si vous ne le faites pas, signalez-vous, mais a tendance à se téléphoner en FaceTime. Et donc, il y a une espèce de logique qui est drivée par notre cerveau, qui a plus de shoot, hein, c'est plus excitant, l'image, que la voix. Et donc, on n'a pas trouvé mieux à part l'odeur. Mais bon, ça, on n'y est pas encore, mais on y viendra peut-être. Le fameux striatum, d'ailleurs, je précise que Sébastien Boller, qui est effectivement le bug humain, c'est un bouquin passionnant. Passionnant à offrir à tous les patrons de médias. Moi, je l'ai absolument. Et sera là ce soir, participera au grand débat de ce soir le ratez pas. À 20h. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut passer aux questions dans la salle, s'il y en a. J'avais deux questions. Bonjour. J'avais deux questions. Une par rapport à... en fait, pour TF1. On voit de plus en plus que vous fermez des bureaux à l'étranger. Comment couvrir l'actu à l'étranger? Et en plus, alors à ce moment-là, on dit on voyage, ça coûte moins cher, mais du coup, si on voyage, on consomme peut-être plus de CO2. Je ne sais pas. Typiquement, moi, j'habite à Bruxelles. Il n'y a plus de bureau de ce que je crois, de ce que j'ai entendu, il n'y a plus de bureau de TF1 à Bruxelles. Donc peut-être qu'on va favoriser un aller-retour Paris-Bruxelles. Mais alors à ce moment-là, est-ce que ça consomme pas plus d'énergie? Voilà, c'était juste une question. Je pose ça là, je ne sais pas ce que je dis, peut-être que c'est faux. Ma deuxième question, qui était plus par rapport à ce que vous disiez, votre exemple sur le chat. Il y a plein de débats autour des labels, des écolabels, qui se font concurrence, certains qui ne sont pas vraiment des écolabels et qu'en fait ce sont les entreprises qui payent pour avoir un label mais qui en fait ne certifient rien du tout. Est-ce que vous avez aussi une réflexion à ce niveau-là? Merci. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la formation, mais il me semble qu'on fonctionne en fait avec des correspondants locaux qui ne sont pas forcément des salariés de TF1, mais qu'on peut avoir en contact. Après, sur le sujet des transports, il y a transport et transport, c'est-à-dire que si les collaborateurs, les journalistes voyagent en train, ça sera différent. Évidemment, leur impact carbone sera très différent d'un voyage en avion. Donc il faut mettre tout ça en perspective. Et plus lent aussi. J'interrogeais reporter, il n'y a pas de représentant. Voilà, donc ça demande aussi des choix. Donc la conférence de Glasgow, le journaliste va y aller en train. Donc c'est un jour de plus de voyage. On a tellement de temps pour travailler tranquillement. Exactement. Dans le train. On en parlait ce matin, c'est le meilleur bureau. Ouais, personne ne vous dérange. Sur les labels. Alors, j'ai dit l'écolabel. Parce que vraiment, l'écolabel européen, la petite fleur, c'est vraiment, à mon avis, un des labels les plus sérieux sur lequel on essaie vraiment de pousser la reconnaissance des publics. Maintenant, l'ADEME, qui travaille là-dessus depuis très longtemps, c'est pour ça que TF1 a choisi des labels validés par l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. C'est le bras armé de l'État sur tous les mouvements de la transition. À une liste de labels sectoriels, parce que selon que vous êtes dans le tourisme, dans la chimie ou dans l'industrie, ce n'est pas les mêmes labels. Après, on se bat vraiment contre les faux labels. Les faux labels, c'est vraiment... On a une régulation professionnelle de la publicité en France qui marche très bien, qui s'appelle l'ARPP, Autorité de régulation professionnelle de la publicité. C'est un de nos gros soucis, moins maintenant, mais du souci de ce qu'on a appelé l'éco-blanchiment, le greenwashing, c'est que les marques avaient tendance à inventer des labels qu'elles déposaient sous forme de marque. Je pense à Renault, entre autres, avec Eco2. C'est vraiment pas du tout un label. Ils ont fait un coup marketing. À l'époque, il n'y avait pas encore cette régulation. Ils ont pu le faire. Donc on pourchasse ça parce que les citoyens consommateurs, tout le temps, disent dans les études, on n'y comprend plus rien. La jungle des labels, on ne sait plus du tout à quoi se fier. Donc on est en train de nettoyer tout ça. En tout cas, en publicité.
c'est un truc sur lequel on est extrêmement vigilant. Il n'y a pas de publicité qui peuvent aujourd'hui sortir en France avec un label qui n'est pas un des écolabels reconnus par l'ADEME. Le premier qui sort une forme qui peut être ronde, une forme de design qui laisse penser aux consommateurs que c'est une forme de certification ou de labellisation, à ce moment-là, on le tape. Maintenant, nos amis écolos les plus, j'allais dire radicaux, mais en tout cas les plus concernés, préoccupés, nous disent que ça ne va pas assez loin, parce que quand on interdit trop tard. C'est-à-dire que la pub, elle est sortie. Donc, à part faire du bruit en termes de réputation, il y a encore des gens qui tentent le coup, qui tentent de le positionner en tant que marque, mais vraiment, le milieu de marketing commence à comprendre avec les réseaux sociaux qu'ils ont plus à prendre la fessée qu'autre chose, donc on joue plus trop sur ce sujet-là. D'autres questions ? Oui, bonjour, Amaury Drogegon de la stratégie. Pardon. Je crois qu'il y a des contrats climat qui sont prévus dans le cadre de la loi climat. Donc, je voulais demander notamment à TF1 quelle forme ça peut prendre, quelles sont les garanties que sont en mesure d'offrir les médias par rapport aux annonceurs qui investissent dans ces médias, qui va contrôler tout ça. Je crois que ça se fait sous la supervision du CSA. Mais est-ce qu'il y aura des procédures de name and shame, par exemple, pour dire bon, bah, ça, c'est pas bien, ça, vous parliez justement des labels qui n'en sont pas, et donc on pourrait dénoncer à ce moment-là tout ça. Et puis, deuxième chose, concernant la sobriété numérique, est-ce que toute la tendance du replay n'est pas un problème? Parce qu'en fait, on garde énormément en mémoire de la vidéo, et la tendance est quand même d'exposer le maximum de vidéos. Et donc, est-ce que c'est compatible, ou est-ce que c'est encore un autre paradoxe? Alors, sur le CSA, c'est en cours de discussion, donc c'est difficile de dire aujourd'hui quels seront les engagements, d'autant qu'en fait, ce n'est pas un contrat entre TF1 et le CSA, mais c'est l'ensemble des médias audiovisuels et le CSA. On n'a pas tous le même niveau de maturité sur les sujets, donc c'est pour ça qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui ce que seront les engagements des groupes médias. Mais en tout cas, s'agissant de TF1, ce que je peux dire, c'est que l'engagement, il est sincère, et qu'on a de toute façon tous intérêt à aller dans le même sens. S'agissant de la sobriété numérique, oui, on parlait tout à l'heure de paradoxe et d'usage. Aujourd'hui, la consommation télé, je ne sais pas si beaucoup de gens regardent le programme le jour J à l'heure dite. En fait, aujourd'hui, le replay fait partie de nos vies. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à ce sujet du numérique. Et on parlait tout à l'heure de résolution des images, de ne pas systématiser la vidéo quand on peut faire autrement, notamment dans la promotion en fait de nos contenus vidéo. Il y a énormément d'autres choses à faire, mais voilà, le replay aujourd'hui fait partie intégrante des modes de consommation de la télévision. Si je peux me permettre, la question du replay, la question de l'archivage. Alors sur les sites de presse, il y a beaucoup d'archives, parce que globalement, c'est comme ça qu'on fonctionne. On stocke des volumes de pages et de vidéos et de contenus, etc. Ça pose un vrai problème aussi en termes d'histoire. C'est-à-dire que, grosso modo, tous ces contenus-là ne sont pas imprimés. Donc du coup, une bibliothèque peut toujours brûler, mais globalement, en fait, on est perpétuellement obligé de conserver ces informations-là pour avoir une trace d'archives, quoi. Sinon, c'est un pan d'histoire qui disparaît. En tout cas pour le média en question, j'imagine que si Le Monde perd la moitié de ses archives, c'est une tragédie. Tout le monde saute de l'immeuble, parce que c'est une catastrophe. Pour n'importe quel, en tout cas pour le journal, ça serait terrible. Donc c'est vrai qu'il y a une question aussi, il y a une réflexion aussi à mener. Alors je suis heureux d'apprendre qu'il y a des technologies au laser sur DVD qui se mettent en place. Et on parle, je vais pas
pas parler à votre place, et c'est super. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on ne débat pas, la place de l'archivage. On parlait des liens morts, comme je vous disais au début, j'ai fait du webdoc. Le nombre de webdocs qui ont disparu parce que Adobe a tué le Flash, et donc du coup c'est fini. Et ça, c'est tout un pan c'est soit une expression journalistique, soit une information qui disparaît, soit carrément des objets uniques qui peuvent se rapprocher de l'œuvre documentaire ou d'art, on va dire, qui disparaissent littéralement. Il n'y a plus rien. Sous l'impact d'Apple, qui a fait pendant une dizaine d'années pression sur Adobe pour faire péter Flash, pour le faire disparaître, parce qu'il y avait des problématiques de sécurité. Adobe n'a pas voulu agir. Donc ça, c'est 2 entreprises américaines qui ont, par leur confrontation et le choix finalement ultime de l'adoption du HTML5, qui est encore un autre format qui est grosso modo le format des pages que vous consultez aujourd'hui sur Internet, rien que ces choix-là technologiques a débouché sur la disparition de pans entiers de production journalistique, d'informations, de contenu intellectuel, de propos qui étaient dehors et qu'on n'a pas pu ni archiver, parce qu'il existe un truc qui s'appelle le Wayback Machine et qui permet d'archiver un certain nombre de pages Internet. Tout ça, ça n'a pas été archivé, et pas plus que les sujets du journal de 20 heures de TF1 ou du LCI sur toute la journée seront archivés. Quid ensuite des travaux sociologiques qui pourront être pas menés justement parce qu'il n'y aura pas ces choses-là. Enfin bref, voilà, ça pose quand même beaucoup de questions, quoi. On va pas les régler là, mais... Je précise quand même que Gérald a aussi un site internet Journalist Design, donc il ne fait pas que constater, il propose aussi et il réfléchit beaucoup. Et avant de passer la parole à monsieur, juste sur la question de créer des médias désirables, parce que là tu posais aussi la question de ceux des groupes, enfin des infrastructures qui possèdent les données. Oui, c'est ça. En fait, un des objectifs là, que je suis en train de mettre en place avec Journalism Design, c'est de dire, en fait, ça part d'un constat très bête, c'est que depuis des années, sur Twitter, entre gens qui observent les médias, leurs consultants et autres influenceurs du petit milieu, qui ne sont pas très influenceurs d'ailleurs, on se regarde et on se dit « Ah, mais alors, on aurait dû faire ci, ah, mais pourquoi on n'a pas fait ça ?» Notamment sur le Covid, on a tous déploré l'absence d'entrée bien identifiée vers une page sur le Covid très récapitulative, qui a donné lieu ensuite à une initiative personnelle type Covid Tracker. Ça, on n'a pas vu ça sur les médias, par exemple. On n'a pas vu ça, on voit toujours pas ça sur les médias concernant l'environnement. Est-ce qu'il y a une page qui concentre l'état de l'art sur les médias avec une entrée en home? Non, ni sur Libé, je sais pas, je crois pas sur Le Monde, pas sur Le Figaro. Enfin, il y a plein de gens qui ne mettent pas quelque chose, un accès facile, qui ne facilite pas l'accès à l'information centralisée pour obtenir ça. Donc ça, c'est un premier truc. Et donc, je me suis posé la question à la fois sur ces questions de design, sur ces questions d'usage, parce que là, j'avais eu un entretien avec des jeunes globalement de votre âge qui étaient, eux, étudiants en design, et qui me disaient, mais en fait, nous, l'information, on aimerait bien s'intéresser à l'info. Mais en fait, dès qu'on commence à regarder un petit peu, c'est extrêmement compliqué. On se tape des pavés de textes qui ne sont pas du tout contextualisés. Moi, je ne sais pas Abu Ghraib, parce que ça ne m'évoque rien du tout. Personne ne me l'explique. J'arrive en 2020, parce que c'était à l'époque en 2020. Je ne sais pas, il faut que j'aille faire des recherches, c'est compliqué. Bon, voilà. Alors que sur Facebook ou Twitter, les choses sont un tout petit peu plus simples. Donc voilà, il y a à la fois un problème d'accessibilité au jeune public et au public, en tout cas, même pas au jeune public, au public qui ne s'intéresse pas à l'information, et c'est grosso modo la grosse majorité des gens. Il y a un problème de compétitivité, il faut qu'on renouvelle l'offre, et à chaque fois qu'on parlait de course à la technologie, de dire, en fait, il y a la réalité virtuelle, c'est ce qui va sauver le journalisme. Il y a le webdoc, c'est ce qui va sauver le journalisme. À l'époque, quand l'iPad est sorti, c'est ce qui va sauver les magazines. Bref, tous les ans, il y a un truc qui va sauver la presse, grosso modo. Et on a l'impression qu'on court après quelque chose. Et donc moi, un peu mon intention là sur l'année qui arrive, et puis au-delà, s'il y a des gens qui veulent me suivre, vous êtes welcome. L'idée, c'est de dire, c'est quoi le média souhaitable
qu'on veut avoir dans 5 ans. C'est-à-dire vraiment réfléchir à ce qu'on veut avoir, quelque chose qui va faire face, qui va pouvoir, entre guillemets, faire face aux challenges auxquels on va devoir faire face, c'est-à-dire les problématiques sociales, sociétales, environnementales, etc. Bref, tout ce qu'on a parlé. Faire une espèce d'acte utopique, mais vraiment de l'utopie constructive, un peu façon l'Institut des futurs souhaitables qui a été créé, dire c'est quoi un média souhaitable dans notre société dans 5 ans ou 10 ans. On définit un portrait robot de ce que ça doit être, avec les valeurs d'intégration. Alors voilà, ouverture au-delà des frontières franco-françaises. Pour ce qui est du langage français, par exemple, arrêtez de dire qu'on est les Français, et puis voilà, mais pensez qu'il y a presque, en 2050, il y aura 700 millions de francophones, donc à un moment donné, il faut quand même se réveiller et se dire que la francophonie, un journal doit s'adresser à la francophonie, pas aux Français. Ça, c'est le premier truc. Enfin, voilà, il pourrait parler d'égalité de genre, parler des identités, etc. Ça peut faire partie du débat. Et donc, dresser un portrait robot et dire, bon, maintenant qu'on a le portrait robot, on revient en arrière et on dresse toutes les étapes pour arriver à cet idéal-là. Pour les petits, les moyens et les grandes entreprises. Alors, je ne sais pas si la tâche est énorme, évidemment. Est-ce que ça peut être adopté par les grands groupes, etc. Ça, j'en sais rien. La question n'est pas là. C'est grosso modo de s'engager dans une sorte de recherche et développement concret pour définir quelles seraient les méthodes à utiliser, les techniques à utiliser, les mettre à disposition des médias, voir comment on peut, en licence Creative Commons, par exemple, ce genre de choses, mais quelque chose d'ouvert. Voilà. Et pour essayer d'améliorer le fonctionnement, parce que c'est vrai qu'on se voit tous, là, on va se dire, bon, alors qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour améliorer les choses. Alors, il y a de super bonnes initiatives qui se passent, mais il y a aussi probablement d'autres initiatives à créer. Donc voilà, c'est les médias désirables que j'espère amener. Bien, merci. Alors, il y avait une question tout au fond de nos... Je vous passe la parole après, monsieur. Merci. Bon, mon nom est Khaled Suleiman, je suis de l'Irak, Kurdistan irakien, mais la question, ce n'est pas la mienne, c'est de ma collègue de l'Égypte, Rahma. Sa question, qu'est-ce que le journaliste doit faire pour arriver à zéro carbone, ou bien décarboniser le monde? Est-ce que son devoir est informer le public, ou bien est-ce qu'elle a elle-même ou lui-même a un devoir devant cette crise climatique dans le monde partout, et au niveau national et local aussi? Alors, on est déjà, je pense que cette question a été évoquée un peu dans la conférence qui était précédente et qui avait été expliquée. Je vais redire ce qui a été dit par le président, par le directeur délégué du Monde, qui est évidemment notre rôle, c'est un peu aussi de suivre les débats de la société. On peut essayer de l'influencer, on le fait à notre mesure, mais c'est pas nous qui allons imposer le débat de la société. C'est la population, les lecteurs. Et à nous, on apporte évidemment notre regard, des éclairages, une visibilité. On peut aussi avoir des actions, mais concrètement, si je prends un journaliste dans une agence, je ne vais pas lui demander, dire, bon, qu'est-ce que tu fais pour faire du zéro carbone, et qu'est-ce que moi je peux faire pour que tu fasses du zéro carbone. Voilà, c'est un débat qui est plus vaste. On essaye de limiter les déplacements. Ça, c'est des petites choses. On privilégie, comme je le disais tout à l'heure, les réunions en visioconférence. C'est anodin, mais le fait de garder un maillage territorial partout, et être là, avoir des agences partout dans un département, l'air de rien, ça contribue aussi. C'est notre vocation d'être toujours au plus près des gens. Et ça, c'est pas anodin. C'est être présent dans les territoires, avoir des agences qui permettent aussi à nos lecteurs d'éviter d'aller au siège. C'est d'aller aussi dans une rédaction qui est dans un périmètre raisonnable. Schlonek.
Ça veut dire comment tu vas en irakien. J'aime bien faire mon crâneur de temps en temps. J'y étais coopérant. Zayn. La classe ou pas je vais rebondir sur l'exemple de l'Institut des futurs souhaitables qui parle de conspirateurs positifs. Où qu'on soit, c'est une conviction très personnelle, qu'on bosse chez Lafarge, ou qu'on soit journaliste, qu'on soit enseignant, ou qu'on soit femme au foyer, que sais-je, ou retraité, on peut être un conspirateur positif. Et je trouve que ce mot, moi, il a toujours une puissance qui est comment est-ce que là où je suis, je trouve la puissance de l'action. Et en fait, on est un animal de relation. Et on est un animal de lien et donc de connexion. Et donc, on a la puissance de ce qu'on écrit, mais on a la puissance aussi de qui l'on convainc. Et voilà, j'avais envie de vous dire ça. Et puis, juste pour faire Schtoneck. Juste pour compléter, enfin, j'allais en parler, mais effectivement, c'est un des piliers. Convaincre, c'est-à-dire qu'à partir du moment, je ne suis pas certain que de rester dans la nécessaire, mais un peu limitée action individuelle, ça permette de faire un basculement. En fait, ce que j'ai compris, moi, de la conversation qui s'est déroulée précédemment, c'est que oui, on change les voitures, on change les téléphones, etc. Ce qui déjà est un problème en termes de consommation. On renouvelle un parc et donc on tire encore sur des ressources. Donc ça, c'est déjà un truc. Mais si individuellement, on arrive à convaincre dans une rédaction de s'acculturer à ces problématiques-là, notamment du numérique, parce que, alors je ne sais pas comment ça se passe chez vous, si vous avez si le journal imprimé a encore beaucoup de poids par rapport au numérique. Non, c'est plutôt l'inverse. Ouais. C'est plutôt le numérique. Ouais, voilà. Donc du coup, alors tous les pays qui ne sont pas américains, déjà il y a une dépendance extrêmement forte à la technologie. Par ailleurs, il y a aussi des problématiques d'égalité sociale, c'est-à-dire que à partir du moment où on va faire des sites et on va produire de la technologie extrêmement demandeuse en ressources énergétiques, c'est des technologies qui sont extrêmement pointues, qui ne sont soutenues que par un certain nombre de téléphones ou d'ordinateurs. La dernière fois, je suis tombé sur un graphique qui montrait la compatibilité de l'iOS, des dernières formes d'iOS avec les téléphones portables Apple. Donc le système d'exploitation et le téléphone en lui-même. Bon, on s'aperçoit qu'après 2014, il n'y a plus aucun téléphone qui a été créé par Apple qui soutient l'iOS 15, la dernière version qui vient de sortir. Bon, ça pose un problème parce que si on a un iPhone 5, c'est fini, il faut changer le téléphone. Alors que même s'il fonctionnait très très bien, on est obligé de changer le téléphone. Voilà, sinon, c'est mort. Et c'est pareil. Et toutes les boîtes vont vers ça. Google, Samsung, etc., Sony, ils vont tous vers ça. Donc ça, c'est une problématique. C'est-à-dire que dès qu'on crée quelque chose de nouveau, de plus pointu, de plus performant, etc., on se coupe tout un tas de devices, donc de terminaux, ce qui implique que les gens qui ont les moyens de changer, il n'y a pas de problème. Ceux qui n'ont pas les moyens, en France, en Europe, dans les pays où c'est moins riche, eux, par contre, ils sont laissés sur le côté. Pas d'accès à l'information. Ou alors un accès à l'information parce que c'est Facebook qui va développer le téléphone avec son operating system ultra optimisé pour gagner les parts de marché en Indonésie, en Malaisie et ailleurs. Et donc ça, c'est aussi des problématiques d'environnement, d'écologie. Voilà. Donc qu'est-ce que peut faire un journaliste concrètement ? C'est acculturer, une fois qu'il est acculturé lui, acculturer tous ses collègues pour qu'ensemble, il y ait une pression qui soit organisée sur la direction et sur la direction technique pour optimiser les technos, utiliser le plus souvent, si c'est possible, des logiciels open source, voilà, avoir des démarches progressistes en termes d'économie, en termes de poids des images, en termes de poids des vidéos, en termes d'accessibilité. Vous voyez, tous les personnes qui ont des handicaps, sourds, aveugles, etc., il y a un volume d'accessibilité qui est très peu fait sur les sites. Si vous augmentez l'accessibilité, vous augmentez
forcément la diffusion de l'information à des gens qui étaient bloqués. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Mais il faut convaincre en fait les directions. Je ne crois pas du tout que ça vienne des rédactions, hein, le changement. Ça viendra de la direction. S'il y a une direction qui est maligne et qui dit j'inscris ça comme le pilier fondateur de mon journal, la responsabilité écologique, et que je mets une liste de critères à suivre, tout le monde suivra. La régie, la partie technique, la rédaction, tout le monde. Si c'est que la rédaction, tout le monde va dire bon bah c'est la rédaction, et puis alors au niveau pub on fait ce qu'on veut, la tech on fait bien ce qu'on veut, et ça ira bien comme ça. Je voulais juste faire une précision par rapport au téléphone, parce que c'est important. On fabrique 1 milliard de téléphones par an, ce qui est considérable. Que pour faire un téléphone qui pèse 600 grammes, c'est 30 kg de matière, qui a un vrai enjeu en fait sur les matières premières. D'ici 30 ans, on trouvera plus nickel, plusieurs matières. Et en fait, c'est notre source d'information. Les gens lisent l'information sur le téléphone. Et donc aussi, il faut éduquer les gens en leur disant attention, il faut faire attention à cette manière de consommer. Et surtout, la consommation de téléphone, c'est un vrai problème. C'est une bonne nouvelle pour le papier. Moi, je vais, en tant que ressortissant d'un petit pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, j'ai bien suivi monsieur qui est à l'extrême droite. Non, je ne suis pas à l'extrême droite. À ma droite. mais ça ne veut pas dire. Je vous ai bien suivi. Je crois que vous posez le problème de fond de notre planète. Qui sommes-nous? Que voulons-nous? Où voulons-nous aller? That is a question, comme disent les autres là-bas. Je suis de ceux qui pensent que la course pour l'argent a pourri le monde, a détruit notre humanité en faisant de nous des robots, des êtres non pensants. Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour entendre les nantis, pour qu'ils me disent comment ils voient le monde, notre monde de demain. Face à des retardataires comme nous, pour avoir la TNT, on a tout le mal du monde, et on nous parle de la HD, du 4K, 8K, bientôt le 12K, comme je viens de l'entendre. Pendant ce temps, nos populations ne savent ni lire ni écrire. En Côte d'Ivoire, il y a 70% d'illettrés. On ne le sait pas assez. Je suis persuadé que dans d'autres pays, c'est plus tragique. Est-ce que nous sommes en train de regarder le monde en face? Ou bien alors sommes-nous en train de rêver? C'est vous qui avez construit, pensé l'intelligence artificielle dans laquelle nous ne nous retrouvons pas. Quand j'arrive à la gare Montparnasse, je tourne en rond pendant 1 heure avant d'estampiller mon billet que j'ai acheté sur Internet. Je ne sais même pas par quelle voie c'est passé pour que j'ai cet élément sur moi. Oh, mais non, mais mets ça sur ton téléphone, c'est plus facile. Comme ça, au moins, c'est plus léger. On se perd. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Repensons le monde de demain. Ensemble. C'est dans quel cercle allons-nous nous retrouver pour repenser le monde? On a demandé à l'Afrique de passer à la TNT. L'ONU en a pris la décision. Et 3 ans après, certains pays n'arrivent pas à avoir la TNT. Et vous leur imposez une technologie à laquelle ils ne comprennent rien. Même les problèmes de climat. Vous-même, entre vous, pays nantis, pays de l'argent, vous n'êtes pas d'accord. Et vous partez nous voir pour que nous fassions quoi? Nous, les pauvres, on n'est même pas nantis, on ne peut même pas se nourrir, on ne peut pas aller à l'école. Voilà pour moi la vraie question.
Merci monsieur pour votre réflexion. Excusez-moi, moi j'ai juste un truc, un point de désaccord avec vous, monsieur. Il s'avère que j'ai pas mal travaillé sur le Bénin, sur le Ghana et en Inde. Oui, je sais bien. Et ce côté pays nanti qui fait, qui réfléchit, et puis les autres qui suivent, je suis pas tellement. Nous sommes tous à l'ONU, dans les grandes organisations. Oui. Regardez pour le simple vaccin pour tel vaccin, tel peut faire ça, il faut donner un peu là, non, ça suffit ça. Je ne parle pas de politique, hein. Je ne parle pas de la politique, non, c'est des réalités de notre vie sociétale. Merci monsieur. Pour finir, je voudrais je voudrais passer la parole à John, qui est le représentant de The Guardian, qui s'est... Non, mais... le problème, c'est qu'il reste... tu veux réagir ? Bon, attendez. Excusez-moi, je parle beaucoup, mais je suis bavard, alors voilà. Mais effectivement, vous avez probablement raison. Je ne connais pas le cas de la Côte d'Ivoire, mais effectivement, c'est probablement des réalités qu'on ne prend pas suffisamment en compte. Souvent, quand on discute de ces sujets-là, et notamment sur la réalité, sur l'intelligence artificielle, que certains veulent introduire dans les rédactions, ce genre de choses, il y a un problème d'équité. Moi, je travaille par ailleurs sur d'autres questions, sur la désinformation visuelle et notamment sur les deepfakes, qui sont des contenus manipulés à l'aide d'algorithmes un peu compliqués pour pouvoir donc faire de la désinformation un peu poussée. Il y a une organisation aux États-Unis qui s'appelle Witness.org qui a discuté avec des rédactions en Amérique latine et en Afrique, et les gens disaient ok, c'est super, vous nous parlez de ces trucs-là, vous développez des outils de détection, c'est génial, mais nous, on n'y aura jamais accès parce que ça va coûter des sous extrêmement cher et que vous allez nous vendre les licences et qu'on sera complètement perdu. Et du coup, il y a quand même une certaine responsabilité effectivement des fabricants. Alors je dis pas nous, enfin en France, clairement on n'est pas en tête de ces choses-là, donc on a des chercheurs qui réfléchissent beaucoup à ces questions-là, mais on n'a pas d'industrie leader là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a une responsabilité, en tout cas sur l'adoption, sur la promotion et peut-être et probablement sur la construction, l'élaboration de ces produits-là. Le temps passant, nous allons clore et poursuivre les discussions entre nous, si vous voulez bien. merci beaucoup d'être resté. C'était, je pense, intéressant, merci mais complexe aussi. Donc merci aux intervenants et au public, et bonne journée. Merci.